En tant que vendeur ou en tant qu'entrepreneur, on a besoin de tracker. Hein? Est-ce qu'on s'en va dans le bon sens? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que mon équipe performe bien? Est-ce que je performe bien? Puis pour ça, c'est pas le vent qui va te le dire, c'est pas la météo, c'est pas non plus ton feeling de dire hey, ça se passe quand même bien ces temps-ci. Au contraire, on va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance, des KPI en anglais, qui vont nous dire si oui ou non ça se passe bien. Puis dans le domaine de la vente, de la croissance, du développement des affaires, il y a des KPI qui sont plus importants que d'autres, qui vont nous donner une meilleure visibilité. Aujourd'hui, je veux te présenter c'est quoi les KPI qui vont te permettre d'évaluer ton entreprise, d'évaluer tes performances aussi au niveau du développement des affaires, à savoir est-ce que je m'en vais dans le bon sens ou est-ce que je suis en train de me casser la gueule actuellement. Donc, on parle de 5 KPI, comment ça peut changer la game pour toi. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. On passe ça à l'instant, on a un 30 minutes roughly ce matin, fait que stay tuned, sortez papier, crayon, ouvrez grand vos oreilles parce que on va rentrer dans du concret assez rapidement. PL, l'objectif de ce genre de... Je vais appeler ça une formation un peu parce qu'on rentre dans le détail des KPI puis je trouve ça très formateur pour les gens qui des fois vivent d'amour et d'eau fraîche en business et sont moins concentrés sur justement parler du rationnel. Je savais que les Canadiens allaient perdre, mais dans mon cœur, je voulais bien. Mais en business, si tu te fies à ton cœur puis à ton feeling, malheureusement, à la fin de la journée, admettons que j'avais mis tout le Canadien dans mon pool puis j'avais betté dessus, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Donc, ça aurait été vraiment une mauvaise décision. Comme en business, ben des fois, on se dit qu'on va faire ça ou qu'on va investir là-dedans, mais on sait pas pourquoi ni comment, c'est juste un feeling. Mais à la fin de la journée, si tu investis au feeling, ton temps, ton énergie, ton argent dans ta business, ben malheureusement, tu risques fortement d'être déçu. Peut-être que tu vas avoir de la luck, mais la luck, faut pas que tu te fies sur ça pour créer une tendance et une récurrence, malheureusement. Ouais, Donc, tout à fait. pour ça, PL, je veux qu'on adresse 5 KPI vraiment importants. C'est quoi les KPI? Ce sont des indicateurs clés de performance. 5 KPI, oui, dans les ventes, mais dans la business aussi, qui vont aider tout le monde qui écoute ça, vendeur, entrepreneur, solopreneur, freelance, whatever. Je pense que tout le monde va être très, très cohérent par rapport à ces données-là. Fait que Ben, puis je voudrais starter avec un bref historique parce que la compréhension des KPIs, c'était vraiment un des apprentissages entrepreneuriales que j'ai fait à partir du moment où j'ai eu mes partenaires financiers il y a de ça bientôt 15 ans, là, presque 15 ans. Puis c'était définitivement ça c'est à ce moment-là que j'ai compris comment je pouvais monétiser davantage mes efforts et mon argent dans mes canaux marketing ou dans mes efforts de prospection, whatever. Fait que honnêtement, pour moi, la compréhension et l'exécution de l'investissement par rapport à la compréhension des KPI, ça a été un des éléments clés de mon succès de business à l'époque, puis qui se répercute encore aujourd'hui. Alors pour ceux qui se disent, ouais, c'est quoi? Honnêtement, pour moi, ça a été l'éclair qui a changé quelque chose cette année-là, là, définitivement. Là. ouais, parce que ça parle plus fort que nous. Tu sais, les chiffres vont toujours en dire plus long que ce que nous, on a à dire, que notre gut feeling, que, je pense que, tu sais, des fois, on se pose des questions. Pourquoi tu penses que la semaine n'a pas bien été? Ben, on va aller voir les chiffres, on va regarder qu'est-ce qui peut en découler, tu sais, avant de dire, lui a fait ci, lui a ci, lui a ça. Ben, commençons par regarder les chiffres, puis après ça, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec cette interprétation-là. Fait que, PL, c'est quoi ton KPI préféré, le numéro 1? Vas-y avec ton préféré, on s'en fout, on s'en va. Je vais y aller avec mon préféré, c'est le taux de close, honnêtement. Okay. Parce que aujourd'hui, avec du recul, j'ai une compréhension assez aiguisée de la majorité des industries qui font de la vente. Fait que je suis capable de savoir en une question si vous êtes performant ou vous n'êtes pas performant en vente selon le cycle de vente que vous avez en place. C'est un one sales close ou c'est un two sales close. Dépendamment de cette question-là, je suis capable de savoir avec une question si tes ventes vont bien ou ils vont pas. Parce que tu as raison à 100% parce que le taux de closing est un indicateur de comment ça se passe dans les ventes au quotidien pour n'importe qui, tu sais, je veux dire, n'importe quelle industrie, n'importe quel vendeur. Oui, il y a des industries avec des taux de closing qui vont être différents d'autres, qu'on peut avoir certaines moyennes là-dedans, mais ça reste que c'est une métrique qui va définir si, en ce moment, on a un vendeur qui est performant ou un vendeur qui est average ou sous-performant quand même. Puis pour nous, à la base, quand on va travailler dans une équipe de vente, ben
ça reste un chiffre qu'on veut toujours aller augmenter, travailler, améliorer. Avec un vendeur, un entrepreneur, n'importe qui, tu sais, quand on part puis qu'on voit qu'on a un taux de closing qui est moindrement très faible ou en bas de la normale, ben on a tout de suite une piste de travail sur quoi on peut commencer là, avec ça. Exact. Fait que c'est pour ça, parce que c'est la première question que je pose pour savoir si la personne a oui ou non une problématique. Puis à partir de là, ben, je pose des questions subséquentes. Fait que ça, pour moi, c'est le premier indicateur si c'est rentable. Le deuxième, si ça close, si c'est rentable, si c'est bon. Le deuxième question que je pose, c'est quoi le panier d'achat ou la vente moyenne. C'est quoi le volume d'affaires que vous closez en moyenne par vente, par vendeur. Donc, la nuance ici est importante, parce que j'ai des vendeurs qui closent 2 fois moins en pourcentage, mais en volume de vente 2 fois plus. Fait qu'au final, il faut être capable de comparer des pommes avec des pommes. Fait que souvent, ces métriques-là vont se croiser. Fait que là, ce qu'on recherche, un taux de closing le plus élevé et une vente, mettons un volume de vente ou un prix d'une vente le plus élevé possible, dépendamment de l'offre de service. Là, mais c'est 2 métriques que j'aime bien croiser. Ah, 100%, parce que c'est vrai que si tu regardes le chiffre d'affaires vendu plutôt que le volume de vente, ça l'indique beaucoup plus, là, parce que tout dépendant de ce que tu vends, c'est à petite valeur, tu peux en vendre bien gros puis travailler vraiment plus fort pour aller atteindre le même chiffre d'affaires que l'autre personne qui vend le produit qui est 5 fois le même prix. Là. Fait que c'est définitivement... Mais j'aimerais ça revenir sur un point sur le taux de closing parce que je l'ai vu dernièrement. Puis il y a des gens peut-être qui savent pas comment bien le calculer. Il y a du monde qui calcule le taux de closing sur le nombre de rendez-vous qu'ils ont à l'agenda brut. Genre, OK, on a fait 20 rendez-vous dans la semaine, donc ça, c'est mon taux de closing sur 20 leads qu'on a eu. Puis je vais apporter la nuance. Faut se permettre de disqualifier des leads et de ne pas présenter notre offre à tous les prospects, parce que ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment sur justement ce calcul-là. Là. Comme, ben nous, c'est 20%, mais sur tous les leads. Genre, mais c'est pas ton taux de closing, c'est ton taux de conversion sur tes leads en vente. C'est pas la même chose. Si on regarde ceux à qui on a présenté notre offre, parce que c'était un client cible, un client préqualifié, correspondait à un lead à qui on veut parler, ben là, on est capable d'avoir. Parce que si je présente à tout le monde, c'est sûr que je m'attends à ce que mon taux de closing soit pas bon. Je peux être le meilleur vendeur au monde, mais si je présente à tout le monde, je peux faire le meilleur pitch à toutes les fois, mais si je présente pas à la bonne personne en avant de moi, c'est sûr que mon taux de closing va être biaisé par ça. Fait que ça, c'est une nuance que je veux juste apporter parce que le monde, des fois, a tendance à le calculer, le taux de conversion sur les rendez-vous, le nombre total. Apprenez à disqualifier du monde dans vos processus, puis calculer. Hey, j'ai présenté juste 15 fois sur 20 rendez-vous, je n'ai eu 10 sur 15. Ben tant mieux, c'est bon, sinon tu aurais eu 10 sur 20. Fait que tu sais, c'est là parce que des fois ce que j'entends c'est les gens disent ouais mais avec ce calcul-là vous boostez le taux de closing favorablement. Mais la réalité ce que nous on veut c'est que le vendeur ou l'entrepreneur qui fait de la vente mette ses efforts aux bonnes places. Si tu as présenté à 5 personnes qui d'avance, on savait qu'il allait être disqualifié. Tu as perdu 5 heures, 5 heures et demie, 7 heures peut-être avec la préparation dans une semaine. Je les mets bout en bout dans une année, là, c'est 10 semaines de travail. Ouais, okay. Dans la tête, là, on s'entend-tu que c'est de la merde dans ta tête, là, présenter à du monde qui close pas, là, le vendeur aime pas ça, aller perdre son temps, puis d'avoir des chiffres beaucoup plus dans, on va dire, dans le... En haut du 50% qu'en bas, c'est beaucoup plus... c'est meilleur pour le momentum, c'est meilleur pour ton mindset à toi en vente, simplement, puis ta carte de crédit mental. Exact, c'était le point que j'allais ramener. La carte de crédit mental, mais tu sais, rationnellement, sur 10 semaines de prospection, là, tu vas être capable d'aller chercher beaucoup plus de volume d'affaires que de perdre ton temps à pitcher du monde qui vont pas acheter. Ah oui. Fait que, belle précision ici. Ouais. Mais ouais, panier moyen, j'aime ça parce que ça indique surtout ton vendeur si lui performe en tant que tel plutôt que genre, y a-tu un bon... Parce qu'il peut avoir un bon taux de closing, mais sur des petits produits, puis qu'au final, ben, ça ralentit l'entreprise aussi parce qu'il vend pas le bon product, par exemple, pour ceux qui ont différentes lignes de produits, puis etc. C'est comme, par exemple, une analyse que je fais avec les paniers moyens, mettons. Je peux voir qu'un vendeur a une croyance limitante de vendre des choses chères. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je vois que si je segmente ses ventes, toutes ses ventes sont mettons, les ventes moyennes à 1500 à 2000 $. Son taux de closing est à 60% là-dessus, ça va super bien. Dès qu'il passe au-dessus de 5000 $, son taux de closing est en chute libre à 15%. Fait que là, je peux soulever une hypothèse de croyance limitante ou, tu sais, de syndrome de l'imposteur, puis là, je vais ouvrir la discussion, puis je vais creuser avec la personne. Fait que, tu sais,
Ça, je pourrais pas être capable de faire cette analyse-là de façon subjective. Ça me prend du quantitatif, ça me prend une démonstration plus exhaustive en termes de chiffres, puis je suis capable de segmenter ces choses-là. Fait que ça, c'est le genre d'analyse que je suis capable de pousser en voyant des chiffres comme ça. 100%. J'en amène un autre qu'on a identifié juste avant de rentrer, qui est la durée du cycle de vente, qui est vraiment intéressant comme data. Puis c'est quelque chose que c'est pas facile à tracker là, nécessairement. Là. Ça prend quand même des bons outils. Ça prend idéalement un CRM ou du moins des bonnes notes dans ton système. Mais la durée du cycle de vente complet d'un client. Puis quand je dis complet, pour moi, c'est du moment qu'il est rentré dans ton écosystème marketing, si t'en as un, aller jusqu'au moment de la conversion en vente puis en nouveau client. Je trouve ça hyper pertinent de le tracker. Surtout pour toute entreprise qui ont moindrement un écosystème, là, justement, parce que ça nous permet de voir, grosso modo, combien d'efforts on peut se permettre de mettre sur un prospect avant qu'il devienne un client. Puis là, je ne rentrerai pas dans tous les détails puisque nous, on s'assure de présenter au bon moment au prospect. Là, il y a des gens qui vont pitcher, puis là, ils vont faire 14 000 follow-up. Là, c'est pas ça que je veux dire par cycle de vente. C'est bien du moment que ton lead devient assez mature pour se préqualifier, pour rentrer dans ton processus et que là, tu fasses un offre et qu'il devienne un client. Mais il peut être resté dans ton écosystème pendant 3 mois, 4 mois, 1 an. On a déjà vu du 2 ans même chez H2H Academy, tu sais. Fait que ça en dit long sur tes attentes. Puis comme des fois, c'est impressionnant, mais on a du monde qui rentre dans l'écosystème aujourd'hui puis qui ressortent 7 jours après aussi. Fait que ça donne quand même de la direction puis ça nous donne des idées sur qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal dans le marketing aussi par rapport à ça. Fait que la durée du cycle de vente nous indique les efforts marketing. Moi, ça me donne une belle position par rapport au marketing, à voir qu'est-ce qu'on a. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup l'analyser, parce que tu sais, c'est cool, c'est pas la tangente que je pensais que ça allait donner, mais que chaque KPI, comment on l'analyse aussi, c'est pas juste qu'est-ce que ça donne, mais comment on l'analyse. Ah, mais c'est ça que je veux faire, je veux que les gens puissent comprendre. Fait que quand j'analyse un cycle de vente, tu sais, comme justement, je vois dans les commentaires, un de nos mandats qu'on va commencer éventuellement, le cycle de vente est à peu près de 3 mois, tu sais. Puis quand je leur ai dit, ça n'a aucun sens que le cycle de vente soit cette longueur-là, parce que c'est une vente qui est dite émotive. L'émotion, elle s'estompe avec le temps. Fait que si, ou le désir, ou l'émotion, ou la douleur, elle va s'estomper avec le temps. T'sais. Fait que j'ai juste dit, théoriquement, il faut shorter ça. Peut-être pas en 1 semaine, parce que c'est un produit qui est complexe, qui est onéreux, qui nécessite beaucoup de travail pour le deliver. Mais essentiellement, 3 mois, ça n'a pas de bon sens. Faut rester dans t'as raison, parce que nous, on est dans une industrie de l'éducation. Donc, l'éducation, on part de personnes qui peut-être que vous nous écoutez à l'instant, puis votre niveau de conscience par rapport à la vente, les KPI, l'importance d'un processus, peut-être qu'en ce moment, c'est comme... Vous comprenez même pas le jargon qu'on utilise, c'est correct, ça fait partie de ça. Puis peut-être que dans 1 an, vous allez faire oh, tabarouette. J'ai tellement appris avec eux autres cette année, là, je suis prête, j'ai le goût de passer ma game à un autre niveau, j'ai le goût d'aller chercher des outils que je sens qu'il me manque en ce moment. Alors que quelqu'un, si je sais pas moi, on va prendre un exemple vraiment facile à faire, mais quelqu'un qui a un arbre sur son terrain qui nuit pour faire sa construction de sa piscine, on s'entend que ça fait pas 2 ans qu'il suit la personne, mais il dit « Ah si, là, un jour, il va venir couper mon arbre. Si un jour, il va venir couper... » Mais non, tu sais, c'est comme quand il y en a eu de besoin, il y a un impact, par contre, sur le marketing puis l'écosystème. Parce que quand il y en a eu de besoin, il a pensé à toi peut-être en premier rendu à ce moment-là. Mais quelqu'un qui va aller faire une recherche Google, peu importe, il faut que ça se règle là. Rapidement. L'arbre va tomber sur sa piscine, là, demain matin, là. Fait que, tu sais, comme le cycle de vente va être court. Le cycle de vente va s'adapter à l'industrie, mais je vois plus souvent des cycles de vente trop longs que courts. Ah, définitivement. Ben oui, définitivement. Tout le temps, en fait. Le temps, c'est trop long que court. Ouais, puis si on prend, ben, en fait, c'est qu'il y a une différence, puis je vais nuancer. Le cycle de vente, pour moi, si je le track dans mon CRM, c'est le premier jour où le client a pris un contact avec nous de n'importe quelle façon. Ça peut être juste en venant dans notre groupe Facebook, par exemple, en cliquant sur une pub, au jour où est-ce qu'il devient client. Fait que moi, j'inclus le marketing là-dedans. Mais pour d'autres personnes, il n'y en a pas de marketing avant puis après. Là, c'est juste comme... j'ai un... Ouais, mettons une référence, tu sais, un de tes amis te réfère. Hey, va voir lui. Ah, je le connais pas. Parfait, mais on va le voir. Jase une fois. Ah, OK, on se rejase dans 2 mois. On rejase dans 3. Tu sais, finalement, le besoin du client qui était là jour 1, on est rendu mois 6, il est toujours pas comblé.
parce qu'on est un peu trop lent dans nos procédures, on sait pas comment bien adresser ça avec le client, puis on assume que quand il nous demande 2 mois, ben on prend 2 mois, puis on va plus loin. Finalement, il se fait signer ailleurs, puis t'es comme « Fuck, esti! » Finalement, J'ai fait 4 suivis avec toi, comment ça, t'as signé ailleurs? Ça, c'est la méthode dont tu fais les suivis puis tu closes qui va changer la direction de ce cycle de vente-là et la durée, bien évidemment. Ouais, puis j'en ai un, pas pire, là. Je fais jamais de suivi, là, moi, là, ou presque jamais, là. Puis j'ai eu une condition particulière où est-ce que je me suis fait squeezer dans l'appel de vente, puis c'était bien correct, c'était de nature, c'était un des actionnaires a eu un accident. En 3 semaines, j'ai fait 38 suivis avant que ça convertisse en vente. Genre, même moi, j'étais comme, c'est donc ben lourd faire cet ouvrage-là pour arriver à convertir, alors que d'autres, je fais aucun suivi, bang bang, ça se close on the spot. Mais là, il y avait une condition exceptionnelle, là, honnêtement. Mais c'est sûr que quand c'est chaud de préqualifier puis qu'il faut que tu sois rapide, les suivis sont très très importants. Pas 38 suivis, 38 non. Back and forth. C'est ça qu'on a fait. 100%. Mais je pense que cycle de vente, moi je pense que on a quand même bien expliqué le concept. Si j'irais avec un prochain qui est particulièrement mon préféré à moi, pour aider mes clients justement à comprendre mieux leur zone de génie, à comprendre mieux leur levier marketing aussi de vente, c'est le coût d'acquisition client. Donc le coût d'acquisition client, si on le résume comme ça, c'est comment ça te coûte aller chercher un nouveau client. Puis quand je dis comment ça te coûte, je parle pas juste d'argent. Ça peut être aussi en termes de temps, d'énergie, d'investissement, parce qu'il y en a qui vont déployer beaucoup d'efforts au niveau de la prospection pour aller trouver un nouveau client. Puis pour moi, le coût d'acquisition, c'est une façon justement de rendre ta prospection, de rendre ta croissance beaucoup plus prévisible, mesurable, quantifiable, puis d'avoir justement un roadmap là, de où est-ce que tu t'en vas, puis comment tu devrais te rendre à la prochaine étape, comment tu devrais passer au prochain palier. Tu veux passer de 100 000 à 150 000 par mois, comprends ton coût d'acquisition, regarde comment tu es capable d'en mettre plus de tout ça, ta ressource, que ce soit du temps ou de l'argent, pour aller en chercher plus. Ça va-tu encore faire du sens si tu déploies plus? Si t'es-tu prêt à payer plus cher pour aller chercher un client, mettons, si t'en avais plus? Est-ce que tes marges de profit suivraient dans ce cas-là? Ou est-ce que ça tankerait tes marges de profit? Toutes ces questions-là, pour moi, partent du coût d'acquisition de client parce qu'il y a une limite. Puis il y a un moment où est-ce que payer trop cher pour ton client, t'es aussi bien de pas en prendre des nouveaux clients à ce moment-là parce que tu te mets dans la marde. Fait qu'il y a cette considération-là qui est importante, je trouve, en arrière de ça. J'adore ce KPI-là, il est vraiment sous-estimé puis sous-évalué. Là. Mm-hmm. Autant que je vois des gens qui dépensent... Les gens vont plutôt me parler de l'enveloppe budgétaire. Ouais. Genre, je dépense 30 000 par mois. OK? C'est quoi ton coût d'acquisition? Ça pas. Il reste du profit à la fin du mois. Quand les gens me disent ça, j'ai envie de me jeter en bas du pont. Si je capote. Genre, c'est un blind spot là, gigantesque. Là. Donc, essentiellement, le coût d'acquisition, c'est combien ça coûte prendre un effort marketing puis le transformer en client. Puis tu sais, à partir du moment où est-ce que tu as un coût d'acquisition puis quand on dégraisse sur un client du début jusqu'à la fin, on est capable de voir s'il est rentable puis on est capable de venir saisir si le coût d'acquisition il est correct ou il est pas correct. Mais à partir du moment où tu comprends cette métrique-là, tu peux vraiment amorcer une phase de croissance ou même d'hyper-croissance parce que ça dépend de ton industrie, hein, bien évidemment. Il y en a qui ont des capacités de production limitées, il y en a qui ont des enjeux à ce niveau-là, mais ça m'arrive des fois, là, pour vrai, Nick, de rencontrer des clients qui me disent « Moi, j'ai aucun enjeu de production. » Je fais juste plug and play, puis si je trouve la bonne ligne directrice, puis ces gens-là ne savent même pas c'est quoi un coût d'acquisition. Ben oui, puis c'est leur donnée la plus importante, on va tout se le dire. Là. C'est ça, parce que si t'as pas d'enjeu de prod, que c'est juste un enjeu de vente et de marketing, let's fucking go! Fais sauter la baraque, là, tu sais. On peut augmenter, non, à 100%. Ouais, mais tu sais, pour moi, comme quand on fait des analyses avec nos clients, tu sais, on n'analyse pas juste les ventes, mais on rentre là-dedans aussi, là, parce que c'est pas rare que les gens viennent nous voir pour faire plus de ventes, mais que notre premier réflexe, c'est de faire comme, ben attendons, voir ton profit sur tes ventes, comme on vend-tu assez cher, on est-tu bien positionné, comment ça te coûte en faire une? Parce que si je me rends compte que j'y crée un problème en lui faisant faire plus de ventes, puis que je le mets dans la merde, puis qu'après ça, il reste plus d'argent, il est plus capable d'embaucher ou peu importe, je l'aide pas, ce client-là, en faisant plus de ventes. J'ai besoin de faire ça, puis tu sais, tout le monde sait calculer, ben, tout le monde a le réflexe de dire, OK, voici comment je vends, voici ce que ça me coûte, mais le coût d'acquisition, on n'est pas capable de le calculer. Souvent, on dit, ben, je mets tant en marketing ou je mets ci, mais faut que tu le saches parce que c'est
surtout à l'ère d'aujourd'hui, pas pour toutes les business, mais à l'ère d'aujourd'hui, c'est un frais qui est récurrent à tous les mois pour ton acquisition de nouveaux clients. Même si c'est du temps, là, même si tu mets 30 heures par semaine, 40 heures par semaine dans ton acquisition de clients, puis tu n'as pas le temps de grossir le reste de ta business, ben, tu vas rester petit parce que tu ne seras pas capable de porter d'autres chapeaux puis de faire grossir le reste de la business. T'sais. Fait ça devient un enjeu super important. 100%. Puis celle-là va semer sûrement une panoplie de questions dans votre tête, puis c'est normal parce qu'il n'est pas toujours facile à tracker. Il n'est pas toujours facile parce que des fois, je vois des gens qui vont mettre le SEO, le Google Ads, le Facebook Ads, le Cold Call, le porte-à-porte, les primes de référencement, l'affiliate marketing. Ils vont tout blender ça ensemble et ils vont dire mon coût d'acquisition, c'est 600$. Non, c'est pas 600$. C'est quoi ton coût d'acquisition pour ça? Pour chacun des funnels d'acquisition, c'est quoi? Puis à partir de là, peut-être que tu vas couper 3 funnels, puis tu vas réattribuer ta ressource puis ton budget marketing à la bonne place parce que tu vas être rentable. Puis même chose pour les efforts. Si ça te prend 10 heures convertir une vente au cold call, puis ça en prend 3 porte-à-porte, no shit Sherlock, tu ferais mieux de cogner des portes. C'est pas mal plus rentable en termes de temps. Alors c'est la même chose et ça s'applique pour les gens qui dépensent de l'argent et d'autres qui y mettent du temps. Fait que ça s'applique autant aux travailleurs autonomes qui mettent pas d'argent en ads qu'aux entrepreneurs qui ont des budgets marketing puis des enveloppes budgétaires débiles. Okay? Ça met la table pour la dernière qui est un KPI qui est plus difficile à tracker parce qu'il demande une certaine introspection ou une certaine sensibilité. Vas-y, je te laisse le dire. Ben, j'en ai un autre en extra que je vais faire après, mais là, je suis d'accord que c'est pas mal la plus importante puis la plus négligée. Non, ça c'est sûr que puis on en parle dans les ventes, mais dans la business en général. Ben, le KPI que tu traques pas assez, c'est ton énergie puis ton niveau de bonheur au travail. Parce que, comme je l'ai mentionné, on a des maths, hein? Donc tout le reste des chiffres, je suis capable de les voir, je suis capable de voir qu'est-ce que ça cause. Mais une fois qu'on a vu tous les chiffres, puis que des fois tous les chiffres font quand même du sens, puis qu'on n'est pas capable de s'expliquer le pourquoi du comment, là, on peut essayer de trouver 14 000 coupables. Ah là, peut-être Steve Mercure est en rétrograde. Là, il faut qu'il fasse soleil dehors. Ben oui, c'est des choses des fois qui vont influencer. Mais souvent, la personne qui va influencer le plus, c'est toi derrière ça. Parce que ça se peut que tu aies la tête dans le cul, ça se peut que tu vives un moment qui est tough, ça se peut que t'aies juste comme une pause que si t'as moins d'énergie, ça nous arrive tout en business, tu sais. L'année passée, je pense que c'est un bon exemple qu'on dit. Je pense qu'on avait déjà parlé d'un autre podcast, mais c'était quand l'année passée que tu voulais pas me demander de prendre une semaine de vacances parce que t'étais brûlé, puis tu continuais de travailler. Genre, là, après, tu me dis, j'aurais dû te le dire, fallait que je prenne une semaine. J'ai dit, oui, Chris, dis brûlé. Ouais, j'avais la tête entre les deux jambes, j'étais fini par les deux bouts. Mais tu sais, c'est comment on peut mesurer ce KPI-là, tu sais? C'est de prendre un moment, une fois par semaine, pour évaluer son énergie globale. Comment ça se passe dans ma vie personnelle, dans ma vie, ma vie de couple, ma vie familiale, ma vie d'entreprise, comment je me sens au réveil le matin, comment quand je me couche le soir, je suis plein d'anxiété, puis je fais-tu des erreurs conscientes, j'oublie-tu des affaires, tu sais, puis moi, la façon dont je le vois tout de suite chez mes partners, c'est votre tonalité de voix, genre. Vous rentrez sur un meeting, puis c'est comme... Ah, salut les gars, grosse semaine. Je suis comme, c'est pas le gars qu'on voit d'habitude, tu sais, quand t'es habitué de le voir arriver comme un train dans le meeting, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que moi, je vous invite à établir une liste de critères puis de vous donner une cotation à chaque semaine sur votre niveau d'énergie. Vous êtes votre outil principal, vous êtes le facteur de rentabilité puis de performance de l'entreprise pour la plupart de nos clients ou des gens qui nous suivent. Ce sont vous les responsables du succès de l'entreprise. Alors, si la tête d'affiche, puis le pilier de l'entreprise est weak, puis il est faible, puis il est fatigué, il se passera rien de magique, là. Ça va se répercuter partout. Non, mais c'est le contraire même qui va se passer souvent là, dans ces moments-là. C'est que tu vas venir saboter d'autres choses. Tu vas saboter tes employés qui ont besoin de ton temps, de ton attention, de ta full énergie, parce que toi, tu t'essayes des fois d'en faire trop, mais tu finis par rien faire de bon à ce moment-là. Moi, tu vois, j'aime ton truc là, que tu dis de te mettre une liste, de faire un check-up, mais mon check-up, moi, c'est simple, je le fais chez mon psychologue à toutes les semaines. Non, mais sérieusement, c'est tellement facile de le faire comme ça, parce que, tu sais, je sais pas toujours de quoi arriver de parler au psychologue, mais je me pose la question, comment ça va, tu sais, avant d'y aller, tu sais, je suis comme, comment ça va cette semaine, comment je me sens, je suis brûlé, je suis ci, je suis ça, qu'est-ce qui m'impacte, puis ça m'amène à avoir des discussions, puis à essayer de comprendre des choses sur ça, puis Chris, toi puis moi, on le vit souvent, là, mais combien de fois dans l'année, on fait comme...
Ouais, j'ai dépassé un peu, là. Genre, ma blonde, là, est tannée parce que là, je serais un peu trop. Tu sais, on le vit tous les deux, là. Ça arrive 2-3 fois par année, là, à peu près. Puis c'est tout le temps dans des moments qu'on travaille comme des hosties déchaînés, qu'on est dans un momentum. Puis là, après ça, ça fait comme. OK. On redrop. Fait que l'importance d'arrêter rien qu'avant, puis de voir ça venir, puis prendre le petit step back nécessaire. C'est prendre le temps de se questionner là-dessus. C'est surtout ça. Puis si la majorité des gens vont pas se questionner là-dessus. Fait que shoot ton dernier parce qu'il nous reste 2 minutes. Ouais, ça, je fais ça et il est 29. Ok, excuse-moi, je te ferme ça là. La dernière chose que j'invite les entrepreneurs particulièrement à regarder comme KPI, c'est quel de vos services rapporte le plus de chiffre d'affaires à votre business. Souvent, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a la loi du 80-20 qui est très, très, très présente. Fait qu'il y a 20% de nos clients, des fois, qui nous rapportent 80% de notre chiffre d'affaires, mais on investit 80% de notre temps sur les clients qui nous rapportent 20% du chiffre d'affaires. Puis ça, c'est quelque chose qui est fréquent dans tous les business, tous les entrepreneurs, on le voit, soit parce qu'ils aiment trop leurs produits chouchou, leur service chouchou, ouais, mais je fais ça depuis longtemps, mais la vérité est dans vos chiffres. Regardez, c'est quoi votre ligne de produits ou de services qui amène le plus de ventes à votre business? C'est celle-là sur laquelle vous devriez vous concentrer. Pas plus compliqué que ça. Évidemment, il faut qu'elle soit rentable, etc., mais on s'assure qu'on met les efforts au bon endroit. J'adore ça, ça wrap up bien. Je suis d'accord, c'est pas parce que la passion est là que le cash suit. C'est pas parce que c'est ton service chouchou que c'est le plus rentable. Puis faire cette analyse-là en ce moment, tu consacres-tu tes efforts vraiment sur le bon service ou non? Exact. Ça termine bien ce podcast-là parce que c'est une réflexion qui peut vous rapporter beaucoup. Donc, merci à tous de votre présence. On vous souhaite des belles ventes puis on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 33e épisode de la saison 2. Si tu as aimé le contenu, encore une fois, merci, gros merci à toi de t'abonner, de nous suivre, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, whatever it is. Merci de le faire, merci d'être là. Si tu as des feedbacks, si tu as des questions, si on peut t'aider avec la vente, si tu veux peut-être un coup de main ou peut-être une analyse de ta situation, eh bien, ça ne coûte rien. N'hésite pas à m'écrire, soit à moi, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray, ou encore venir sur la page de H2H Academy. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain vidéo.